Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une image plutôt familière si vous avez suivi ma dernière vidéo, puisque encore une fois on se retrouve à Athènes, sauf que cette fois-ci on va pas s'intéresser au Parthénon et à l'Acropole, on va plutôt s'intéresser à la démocratie athénienne, ce qui est un gros morceau, notamment du programme de sixième, mais aussi de celui de seconde. On va s'intéresser à sa mise en place, son fonctionnement, mais aussi à ses limites. La démocratie, c'est un mot d'origine grecque, c'est logique. Démocratie signifie le pouvoir, kratos, au peuple, démos. Il s'agit d'une notion complexe. En effet, dans la démocratie athénienne, le pouvoir appartient au peuple assemblé. Donc c'est la réunion du peuple qui possède le pouvoir, avec pour objectif d'assurer l'intérêt général. Pour cela, pour défendre l'intérêt général, les citoyens peuvent et doivent participer aux différentes institutions de la cité. Mais d'abord, quel est le territoire d'Athènes? Le territoire de la cité d'Athènes, c'est l'Attique. C'est l'un des plus vastes du monde grec, c'est la partie en rose sur la carte. N'oubliez pas que la cité est protégée par des remparts. Athènes a la particularité même d'avoir protégé son port et la route qui mène à son port. Le territoire d'Athènes, c'est donc la ville d'Athènes, une campagne utilisée pour l'agriculture, notamment autour de la cité d'Athènes, mais pas seulement, l'Attique est très vaste, et un port très dynamique, le Pirée. Le Pirée d'ailleurs qui va donner son nom à un club de foot très populaire à Athènes, l'Olympiakos Le Pirée. Toujours faire des liens entre l'histoire et l'actualité. Le territoire d'Athènes se compose de tout l'Attique, ce qui veut dire qu'il y a de nombreuses villes, de nombreux villages sur l'ensemble du territoire. Il y a aussi des mines d'argent à proximité du mont Laurion qui vont permettre la richesse de la cité d'Athènes. Athènes est l'une des cités les plus puissantes du monde grec, notamment à la suite des guerres médiques entre -490 à -479, puisque grâce à Athènes, les Grecs vont remporter une série de victoires contre les Perses. Grâce à ces victoires, Athènes va s'imposer comme la sauveuse du monde grec et ils vont former ce qu'on appelle une symmachie. Ils vont se regrouper dans une ligue, la ligue de Délos. Dans cette ligue de Délos, on va retrouver plusieurs cités grecques. Pas toutes les cités grecques, mais un certain nombre. Athènes va être la chef de cette ligue, elle va être ce qu'on appelle l'hégémon. Et donc, tout le trésor de la ligue de Délos va se trouver dans un lieu que vous connaissez déjà si vous suivez cette chaîne, le Parthénon, la naissance de la démocratie à Athènes. Au 8e et 7e siècle avant l'ère commune, la cité d'Athènes est dirigée par une minorité de propriétaires fonciers, c'est ce qu'on appelle une oligarchie. Un petit groupe prend les décisions. Avec plusieurs réformes, notamment les réformes de Solon et les réformes de Clisthène, la démocratie va se mettre en place progressivement. Ça ne va pas être un changement brutal. Si vous êtes en seconde ou si vous êtes curieux, vous pouvez mettre en pause et découvrir ces deux réformes. Donc il faut comprendre que la démocratie athénienne ne cesse d'évoluer durant tous les 5e et 4e siècles avant notre ère. La démocratie athénienne, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui va évoluer. S'il y a une réforme que vous devez tous connaître, c'est la réforme de Périclès en -451. Périclès, c'est un stratège, c'est un homme d'État grec, l'un des plus connus d'Athènes et de la période de la démocratie athénienne. Il est connu pour plusieurs choses, notamment pour avoir mis en place ce qu'on appelle le mistos, un salaire qui permet aux citoyens, même les plus pauvres, d'assister aux différentes institutions de la vie politique athénienne. Il va aussi imposer une loi pour définir ce que c'est qu'un citoyen. Il va expliquer que pour être citoyen, il faut être né d'une union légitime entre un père citoyen athénien et une mère fille d'un citoyen athénien. Donc il va rétrécir finalement l'accès à la démocratie, à la citoyenneté. Maintenant, on va s'intéresser aux institutions athéniennes. Quelles sont les institutions athéniennes? Vous en avez ici plusieurs sur le schéma. Dans un premier temps, quels sont les lieux de la démocratie à Athènes? Il y en a plusieurs, mais ceux que vous devez retenir, selon moi les plus importants, c'est la colline du Pnyx. Donc la colline du Pnyx, c'est l'endroit où les citoyens athéniens pouvaient se réunir pour voter. L'agora, c'est la place centrale de la ville où on va avoir des activités commerciales et politiques. Mais comme vous le savez, un autre lieu important de la cité d'Athènes, c'est l'Acropole. N'oubliez pas qu'il y a un lien très fort à l'époque entre la vie de la cité, la vie politique et la religion. Après vous avoir présenté les lieux de la démocratie athénienne, on va s'intéresser aux institutions. L'Ecclésia, qu'est-ce que c'est que l'Ecclésia? C'est l'assemblée des citoyens. C'est l'endroit où tous les citoyens peuvent ou doivent se réunir. Elle se réunit 4 fois par mois sur la fameuse colline du Pnyx. C'est elle qui vote
C'est cette assemblée qui vote la guerre et la paix, qui vote les lois et qui va élire les magistrats. Elle peut aussi voter l'exclusion des citoyens pour une ou plusieurs années. C'est ce qu'on appelle l'ostracisme. Avant chaque décision, on organise un débat dans lequel chaque citoyen peut prendre la parole pour donner son avis. Toutes les décisions sont prises à la majorité par un vote à main levée. C'est important, on le verra plus tard, puisque ça va amener une des limites de la démocratie athénienne. L'aboulé. L'aboulé, c'est un conseil composé de 500 citoyens tirés au sort. Ce sont eux qui vont proposer des projets de loi à l'Ecclésia. Ils vont surveiller notamment le travail des magistrats. C'est aussi ce conseil qui gère les bâtiments publics et les fêtes de la cité, comme par exemple la fête des Panathénées. Les magistrats, ils sont environ 700 à Athènes. Ils ont des rôles très divers. Ils sont tirés au sort parmi les citoyens ou parfois élus pour une durée d'1 an. Ils s'occupent du fonctionnement de la cité et ce sont eux qui ont la charge de faire appliquer les lois. Pour éviter qu'ils deviennent trop puissants, ils exercent toujours leur pouvoir en groupe. Ils doivent rendre des comptes à la fin de leur mandat et doivent montrer qu'ils ne se sont pas enrichis grâce à cette magistrature. Les plus connus des magistrats, c'est les stratèges. Ils sont au nombre de 10, élus. Ce sont eux qui contrôlent l'armée. Le plus connu, on l'a déjà évoqué, c'est le fameux Périclès. Enfin, dernier élément, l'ailier. C'est le tribunal. Il y a 6000 citoyens tirés au sort qui participent au tribunal. Chaque citoyen peut saisir ce tribunal. La citoyenneté à Athènes. Qu'est-ce que la citoyenneté? La citoyenneté, c'est le fait pour un individu d'être reconnu comme un membre d'une communauté politique et de pouvoir participer aux décisions de cette communauté. C'est ce qu'on nomme depuis le début de la vidéo un citoyen. Qui est citoyen à Athènes? Pour être citoyen à Athènes, il fallait plusieurs critères. Être un homme, avoir plus de 20 ans, avoir réalisé un service militaire de plus de 2 ans, avoir un père athénien et une mère athénienne, à partir de la réforme de Périclès en moins 451. La citoyenneté a apporté plusieurs avantages. Ils sont les seuls à pouvoir participer à la vie politique, ils peuvent posséder et transmettre des terres, ils peuvent entamer une procédure judiciaire, ils peuvent contracter un mariage légitime, ils bénéficient aussi, depuis Périclès, du mistos, du salaire de citoyen. Donc si ça leur est réservé, par exemple le fait de pouvoir entamer une procédure judiciaire, ça veut dire que les autres personnes ne l'ont pas. Les citoyens ont aussi des devoirs. Le principal devoir, c'est de défendre la cité. Que vous soyez riche ou pauvre, vous participez à la défense de la cité. Les riches vont devenir cavaliers, la majorité des citoyens hoplites, soldats à pied, et les plus pauvres vont devenir rameurs dans les trières. Les citoyens doivent aussi participer au financement de la cité. Les citoyens ont aussi comme devoir de participer aux fêtes de la cité, notamment les fêtes religieuses, comme la fameuse fête des Panathénées. Quelles sont les limites de la démocratie à Athènes? Vous l'avez sans doute compris en vous expliquant qui étaient citoyens athéniens. Les citoyens athéniens, c'est entre 10 et 15% de la population, c'est environ entre 30 000 et 40 000 personnes, sur 400 000 habitants à Athènes. La majorité des gens ne sont pas citoyens et donc sont exclus de la vie politique. On a donc les femmes et les enfants qui sont exclus de la citoyenneté, les métèques, les étrangers pour faire simple, et les esclaves. Les métèques, par exemple, sont des étrangers libres qui vivent et travaillent en Attique. Ils payent un impôt, mais ne peuvent pas être propriétaires du sol, ne peuvent pas participer aux institutions de la cité athénienne. Cependant, ils sont protégés par la loi et admis au théâtre. Les femmes, elles, sont soumises toute leur vie à l'autorité de leur père, de leur mari ou même potentiellement de leur fils. Pourtant, elles ont un rôle primordial depuis Périclès dans la transmission de la citoyenneté. Sans mère, fille d'un citoyen, pas possible d'être citoyen. Les femmes pouvaient avoir des responsabilités, notamment dans le domaine religieux. Enfin, dernière catégorie de personnes, les esclaves. 150 000 personnes environ à Athènes. Ils n'ont aucun droit. Aristote les définit comme des instruments animés. Ils ont des conditions de vie très variables. C'est sûr que c'est pas pareil d'être esclave dans un champ ou dans une mine ou esclave au service d'une personne très riche. Il y a une petite minorité d'esclaves qui peuvent devenir des affranchis. Donc là, on arrive à l'une des limites de la démocratie athénienne. Elle ne concerne qu'une petite partie de la population. La deuxième limite, c'est le vote en public. Pourquoi? Puisqu'on l'a expliqué tout à l'heure, les votes sont faits à main levée avec un débat. Cependant, bien sûr, les personnes les plus riches sont les meilleurs orateurs, ce sont eux qui sont le plus à l'aise pour parler, et donc ils vont monopoliser la parole. L'autre problème, si vous êtes un citoyen modeste et que vous dépendez d'un citoyen ou d'une famille pour vos affaires, notamment sur un plan de vue économique, vu que le vote est à main levée, eh ben vous n'avez pas le choix, vous devez voter comme la personne qui vous donne son argent pour vous faire vivre, entre guillemets, faire vivre votre commerce. Donc ça limite aussi
la démocratie. Donc les citoyens ne sont pas tous égaux, puisque les citoyens ruraux qui sont les plus éloignés d'Athènes ne peuvent pas venir à tous les votes, et les citoyens les plus pauvres, pareil, ne peuvent pas forcément se libérer de leur travail pour venir voter. Athènes va mettre en place des choses pour limiter ces dérives. On va notamment, pour éviter les conflits d'influence, on va mettre en place des techniques. Par exemple, le tirage au sort, puisqu'on estime que le tirage au sort, c'est le choix des dieux. On va aussi mettre en place la rotation des charges, c'est-à-dire que vous êtes élu ou vous êtes désigné, tiré au sort pour 1 an. Après, vous laissez votre place. Mais, par exemple, quelqu'un comme Périclès a réussi à être élu plusieurs fois stratège. Les citoyens ne sont pas à l'abri de peines judiciaires ou de sanctions, notamment en cas de non-respect des institutions. Les citoyens peuvent par exemple avoir une amende, ils peuvent être exclus de la citoyenneté, on peut aussi les exclure de la cité, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'ostracisme, pour une durée qui peut aller jusqu'à 10 ans. Enfin, on peut aussi dans de très rares cas appliquer à un citoyen la peine de mort. Dans un dernier point, pour conclure et pour votre culture, on va s'intéresser au déclin de la démocratie athénienne. En effet, la démocratie athénienne va petit à petit disparaître. Le premier gros coup pour la démocratie athénienne, c'est la guerre du Péloponnèse. Le succès et la richesse d'Athènes va provoquer une forme de jalousie. Une jalousie puisque Athènes a développé avec la Ligue de Délos un contrôle sur une grande partie du monde grec. Et donc, on va voir naître une ligue, la Ligue du Péloponnèse, avec en son centre Sparte, avec de nombreux alliés, qui vont essayer de lutter contre cette domination athénienne. Une guerre va donc se dérouler entre 431 et 404 avant l'ère commune, avec pour finir une défaite d'Athènes, qui va donc devoir dissoudre la Ligue de Délos. Même si elle reste une cité athénienne, elle ne dispose plus de la puissance de la Ligue de Délos. Durant cette guerre, on va avoir à Athènes 2 coups d'État. 2 coups d'État qui sont menés par des personnes qui sont contre la démocratie. On va même supprimer le mistos pour éviter que les plus pauvres participent à la citoyenneté athénienne. Cependant, malgré les 2 coups d'État, le système démocratique athénien est rétabli, même s'il est affaibli. Il a été critiqué ouvertement par de nombreux Athéniens. Ce qui va détruire complètement la démocratie athénienne, c'est la domination des Macédoniens, puisque les Macédoniens, notamment Philippe II de Macédoine, va battre les cités grecques en 338 avant l'ère commune. Les institutions athéniennes vont réussir un peu à se maintenir, cependant en 322 avant l'ère commune, avec la mort d'Alexandre le Grand, le fils de Philippe II, les Athéniens vont tenter une révolte contre les Macédoniens, ça va échouer, et donc les Macédoniens vont occuper Athènes et supprimer la démocratie à Athènes. Voici quelques ouvrages que je vous conseille si vous voulez continuer à en découvrir plus sur la guerre du Péloponnèse, sur Périclès ou sur la démocratie athénienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu.